mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité pour couper court aux rumeurs et spéculations suite à la crise de la MONUSCO à l'est de notre pays. Le ministre de la Communication, M. Mouyaya, et le ministre de l'Industrie ainsi que celui des Affaires sociales se sont retrouvés devant la presse de notre pays pour dissiper les zones d'ombre par rapport à ce sujet en répondant à toutes les questions de journalistes venus pour l'occasion. Suivez cet élément de la RTNC, notre chaîne nationale, et nous vous recommandons de rester fidèles à nos émissions et à tout de suite. Entrer de plein pied dans un cycle de violence qui avait divisé le pays. Aujourd'hui, des jeunes Congolais, des mouvements citoyens célèbrent ces tristes événements autour de l'événement qu'on appelle Génocoste. À la place dite place des évolués, nous nous souviendrons de nos morts et pour leur honneur, nous nous assurerons que justice soit faite. Ce soir, nous venons encore une nouvelle fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez tous suivi hier que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a réuni autour de lui, à côté des présidents des chambres, la délégation ministérielle qui a été dépêchée dans la province du Nord Kivu pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Au terme de cette réunion qui a duré plusieurs heures, vous avez suivi notamment que le président de la République a demandé au gouvernement d'organiser diligemment une réunion avec l'équipe de la MONUSCO pour faire la réévaluation du plan de retrait. Nous aurons l'occasion de revenir dessus pour être plus précis sur un certain nombre de points, mais dans cette délégation gouvernementale, il y avait le ministre Modeste Mutinga à ma gauche, ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Affaires humanitaires, qui était parti sur place pour qu'au-delà des questions sécuritaires qui devraient être abordées, apporter l'assistance et l'appui du gouvernement aux populations qui ont été touchées. Et malheureusement, durant les séjours de la mission gouvernementale dans cette partie du pays, il y a eu des graves incidents de dimanche matin à Kassindi qui a conduit à la mort de 3 compatriotes et qui a rajouté 14 blessés sur une liste globale de 170. Et donc nous avons pu aussi actualiser les bilans pour que nous puissions être sûrs que nous avons tout recensé. C'est cela le sens du briefing de ce soir. Je le ferai avec le ministre Julien Paluku, non pas en tant que ministre de l'Industrie, mais comme membre du gouvernement qui a l'expérience du terrain, parce qu'il y a été pendant presque 12 ans gouverneur de province. Il a été précieux dans la mission. Le ministre Mutinga reviendra sur les aspects qui les concernent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui devait être des nôtres, est pris à d'autres charges. Ce n'est que partie remise. Voilà un peu le cadre de la discussion de ce soir. Je voudrais donc tout de suite donner la parole au ministre Julien Paluku pour qu'il puisse nous faire les résumés de la mission et nous permettre d'avoir des éléments pour poser des questions. Je rappelle que la mission est partie vendredi. On n'avait même pas encore fini le Conseil de ministres, qu'elle s'est envolée pour être aux côtés de nos populations qui ont été touchées par la violence qui a eu lieu dans la province du Nord Kivu, pas seulement parce qu'à Uvira, il y a eu aussi de victimes. Monsieur le ministre, bienvenue sur ces tribunes de redevabilité, initiées d'ailleurs par le Premier ministre, pour que régulièrement nous puissions faire le point à nos populations de l'action que nous faisons. Je voudrais que vous puissiez en liminaire dresser les tableaux
l'objectif de la mission et ce que vous avez vu là-bas pour permettre à ceux qui nous suivent à la maison et aux amis de la presse ici sur place de préparer leurs questions pour qu'ils obtiennent des éclairages. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, très chers collègues, mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom de la délégation, essayer un peu de vous faire le résumé de la mission qui a été conduite par son Excellence M. Daniel Assello, vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Mission qui était composée de lui-même et de mon collègue des affaires sociales et de moi-même comme ancien gouverneur, comme l'a indiqué mon collègue de la communication. Nous sommes partis d'ici, c'était le vendredi 29, à la suite du Conseil des ministres qui s'est penché sur la question de l'Est, à savoir les manifestations et les violences qui avaient eu lieu, le nombre de morts qu'il y avait. Et donc, il était urgent, étant donné que les chefs de l'État suivaient de près la situation, que le gouvernement sache exactement qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons quitté le vendredi 29 et nous avons atterri à Goma autour de 20h, 21h heure de Goma. Et aussitôt, nous avons rencontré le gouverneur pour nous faire le topo de la situation, qui était très très tendue, parce qu'il y avait des marches qui devaient se passer les samedis, d'autres les dimanches, se poursuivre avec comme point d'ancrage la MONUSCO qu'on trouvait en fait comme devenu inutile, selon les propos de la population. Et donc, ce vendredi soir, nous nous sommes réunis avec les autorités militaires qui nous ont fait presque la situation générale et nous avons décidé de commencer le travail le samedi 30 par les mouvements citoyens qui étaient très actifs dans cette activité d'attaque ou activité destinée effectivement aux installations des Nations Unies, de la MONUSCO particulièrement. Alors, au-delà des mouvements sociaux, mouvements citoyens, nous avons reçu la société civile, nous avons reçu les comités professionnels de sécurité, nous avons reçu les jeunes, nous avons reçu les femmes, nous avons reçu les députés provinciaux qui se sont exprimés à travers les 6 territoires de la province de Nord Kivu et les 3 villes. Chaque composante de chaque entité administrative a pu relever les éléments importants qui ont amené à ces violences-là. Alors, les dimanches, nous sommes envolés à Butembo pour les mêmes exercices. Nous avons rencontré les mêmes composantes comme à Goma, à savoir les mouvements citoyens, la société civile, les confessions religieuses, les jeunes, les femmes et d'autres groupes intéressés pour comprendre exactement le mobile de la question. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de tout ce que nous avons fait comme consultation, aussi bien à Goma qu'à Butembo? Il y a 2 ou 3 ou 4 éléments ressortis. Le premier élément, c'est l'analyse du contexte. D'abord, on nous a rappelé que tout ceci arrive dans un contexte de guerre en province du Nord Kivu. Ce contexte de guerre fait que depuis 3 décennies, la guerre ne se termine pas, mais dans les 3 décennies, il y a 2 décennies qu'on peut considérer comme des décennies où la MONUSCO ou MONUC au départ est un acteur majeur. Alors pour la population, elle ne sait pas comprendre comment pendant 2 décennies, la MONUSCO ou la MONUC, aux côtés des forces armées ou aux côtés du gouvernement, n'est pas arrivée à aider le gouvernement à éradiquer tous ces conflits, tous ces problèmes. Au contraire, c'est le nombre de groupes armés qui augmente. Au contraire, c'est le nombre de morts qui augmente. Au contraire, c'est des agressions qui se multiplient, alors que la présence de la MONUSCO devait justifier effectivement un renforcement des capacités du gouvernement ou des forces armées à devoir mettre fin à la crise à l'Est. Ça, c'est le premier élément qui a été relevé par tous les groupes de manière transversale. Le deuxième élément, c'est que tous les groupes ont réaffirmé que les informations qui reviennent sur le terrain de combat ne donnent pas réellement à la MONUSCO ou aux éléments de FIB les mêmes pouvoirs qu'ils avaient en 2013, parce que la population est témoin de l'appui que la MONUSCO avait apporté au FARDC en 2013 lorsqu'on a défait les M23. Mais contrairement à cette époque-là, aujourd'hui, la population ne sent pas, ça c'est la population qui nous l'a dit, les mêmes appuis apportés au FARDC pour qu'on en arrive à en finir avec les éléments du M23 et tous les groupes armés. Troisième élément du contexte, c'est la déclaration fracassante du porte-parole
de la MONUSCO. Pour la population, ça a été comme un aveu d'impuissance parce qu'elle-même a clairement dit qu'elle était incapable de pouvoir affronter la rébellion ou les agresseurs du M23 et que donc pour la population, il n'y a plus de justification pour celui qui a déclaré qu'il est incapable de demeurer alors aux côtés du gouvernement congolais ou alors aux côtés de nos forces armées parce que quelqu'un qui se déclare ainsi n'a plus de raison de pouvoir être considéré comme un appui important. Donc ça sont les éléments du contexte qu'on nous a rappelés pour justifier, tenter de justifier pourquoi il y a ce ras-le-bol qu'il y a eu dans la province du Nord Kivu face à la MONUSCO. Et donc les violences ont été presque les faits de l'ensemble des couches des populations réunies, hommes, femmes, jeunes et vieux, pour dire, avec les clous enfoncés par les porte-parole de la MONUSCO, ça vient sceller la fin de cette mission des Nations Unies à l'est de la RDC, parce que c'est elle-même qui l'a affirmé. Donc, ce sont là les éléments du contexte tels que je vous fais la restitution des éléments tels que nous livrés par la population. Alors, les mêmes couches que je vous ai indiquées tout à l'heure, nous ont maintenant fait très rapidement les propositions. Première proposition, c'est que c'est la fin immédiate de la mission des Nations Unies au Congo. Pour certains, c'est aujourd'hui et maintenant. Pour d'autres, le délai maximum, ça doit être 1 mois. Pour d'autres, il n'y a même pas de délai à accorder. C'était le langage de la population. Et en réaction, bien évidemment, le gouvernement a clairement indiqué qu'il est en collaboration avec les Nations Unies à travers des textes et qu'un gouvernement, lui, ne peut pas agir comme dans la rue. Et effectivement, c'est tout à fait normal que ce ras-le-bol soit exprimé, mais que, étant donné que nous sommes régis par des instruments, eh bien, on doit les examiner pour savoir ce qui doit être fait. Alors, pendant que nous étions en train, effectivement, avec à la tête de la délégation, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de pouvoir scruter la question, les dimanches, lorsque nous sommes à Butembo, en pleine séance de travail, c'est l'incident de Kasindi s'est produit, autour de 10 heures, où des éléments des Nations Unies ont forcé la frontière, en tirant d'abord sur les cadenas pour ouvrir la frontière, ensuite en ouvrant cette frontière, en permettant aux véhicules des Nations Unies de passer, en tirant sur les populations, parce qu'aussi les populations étaient curieuses de savoir s'il s'agissait réellement des éléments des Nations Unies, étant donné la tenue vestimentaire. Lorsque vous voyez les images, effectivement, il y a des gens qui sont en culotte, il y a des gens qui sont avec des écharpes au cou, mais seulement avec des casques bleus sur la tête. Et donc la population était curieuse de savoir si réellement c'est des casques bleus qui sont arrivés à la frontière avec la RDC ou pas. Et c'est pendant ce moment-là que ces casques bleus qui étaient déjà presque pendant autant d'heures dans la zone neutre ont estimé qu'ils devaient entrer sur le sol congolais parce qu'ils venaient en relève des éléments qui étaient déjà partis. Et donc, pour eux, ils ont estimé qu'ils devaient entrer sur le territoire congolais. Ils ont foncé la frontière, ils ont tiré sur ce qui était devant eux. Et là, on a eu un bilan lourd de 3 morts, de 2 morts et de 15 blessés. Et c'est dans la nuit que les blessés est décédé pour alourdir le bilan à 3 morts. Ça, nous sommes à Kasindi. Alors, maintenant, au chapitre du bilan, nous avons passé en revue tous les bilans des personnes décédées et des personnes blessées. Les collègues l'ont si bien rappelé. Nous sommes autour de 36 personnes qui sont décédées, dont 13 à Goma, 13 à Butembo, dont 4 casques bleus, 3 à Kanyabayonga, 3 à Kasindi, et on a ajouté à ce bilan évidemment les morts de Uvira en province du Sud Kivu. Alors voilà globalement la situation telle que nous l'avons trouvée sur le terrain, et aussitôt que nous avons terminé à Butembo le dimanche, il y avait encore quelques réglages que nous devrions faire. Nous avons passé la nuit parce que la tension qu'il y avait à la suite de ces incidents graves qui se sont passés à Kasindi, cette tension allait créer d'autres situations. Et il fallait donc rester sur place pour essayer un peu de continuer à calmer la situation, pour rassurer la population que le gouvernement était en train de prendre en charge
l'ensemble des questions et que ces actes-là ne vont pas rester impunis. Et c'est aussitôt que nous avons reçu l'appel de devoir rejoindre Kinshasa pour venir donner rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons quitté Butembo, donc après la nuit de dimanche, nous avons quitté Butembo le lundi matin pour rejoindre Goma avec un aspect humanitaire que le ministre, collègue des Affaires sociales, va développer. Après ces aspects humanitaires, nous sommes venus à Kinshasa faire la restitution au Président de la République. À côté de lui, il y avait le président des deux chambres, comme a dit les collègues, les ministres des Affaires étrangères, nous-mêmes ici, les ministres de l'ESU et les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur. Et donc, on lui a fait les topos de la situation, comment ça s'est passé, les revendications de la population, le départ immédiat de la MONUSCO, la réaction des membres du gouvernement. Et à l'issue de la réunion, 2 ou 3 éléments sont sortis de là. La première chose, c'est de condamner ces actes qui se sont déroulés. Je vais vous donner les détails parce que le communiqué n'a pas tout dit. La deuxième chose, c'était d'accélérer la commission d'enquête pour que réellement on établisse la responsabilité. Parce que jusqu'avant les incidents de Kassindi, il y avait encore à nuancer sur qui a tué à Goma et qui a tué à Butembo. Et donc, le chef de l'État a insisté pour que la commission d'enquête au niveau national d'abord fasse son travail, même si on va avoir besoin d'une commission d'enquête indépendante ou alors une commission d'enquête mixte. Mais en tant qu'État, nous avons besoin, à travers nos structures attitrées, c'est-à-dire l'auditorat, faire nos propres enquêtes et avoir les éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour dire voici ce qui s'est passé. Et donc à ce stade, on ne peut pas déjà dire que c'est elle qui a tué parce que nous ne sommes pas juges, mais au moins il y a des indices qui peuvent amener déjà à certifier qu'il y a telle catégorie déjà qui ont été tués par telle autre catégorie déjà. Mais ce sont les enquêtes qui vont devoir les déterminer. Donc ça c'est le premier élément de la décision sortie de la réunion avec le Président de la République. Le deuxième élément, c'est qu'il a été constaté que la RDC a signé un accord avec la MONUSCO qui a déjà été évalué. Parce que dans la résolution 2556, il est clairement indiqué que le Conseil de sécurité a accepté la mise en place d'un cadre de travail entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, élargi même à la société civile, pour qu'on examine la stratégie de retrait de la MONUSCO de la RDC. Et donc cette réunion d'hier a résolu de convoquer très rapidement ce cadre pour réévaluer effectivement ce plan de retrait de manière, cette fois-ci, et là je donne les détails, à raccourcir les délais qui avaient été initialement convenus. Parce que si les délais étaient de X temps, eh bien, le délai qui va être rediscuté va être de X-1 ou -2 ou -3. C'est selon qu'on va se convenir sur la manière dont le délai sera fixé pour répondre aux attentes de la population, mais également pour rencontrer la déclaration du porte-parole de la MONUSCO qui lui-même a indiqué qu'on était en difficulté de devoir affronter les questions de sécurité. Ça, c'est la deuxième chose qui est sortie de la réunion. La troisième chose, on peut dire qu'à l'issue de la réunion, on a demandé à la population de rester calme pour dire on ne peut pas accepter que la population continue à chercher à se prendre en charge, à chercher à faire ce que l'État doit faire comme travail. Le gouvernement est là pour la population. Et le gouvernement a écouté la population, les cris de cœur de la population. Avec tous ces morts que nous avons connus, eh bien, le gouvernement ne va pas rester insensible. Le président de la République a été clair et il nous a tenus informés au cours de cette réunion d'hier qu'il a été appelé par le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, pour dire vraiment qu'il présentait toute sa compassion, mais également ses excuses pour tout ce qui s'est passé, mais qu'au-delà des excuses, il fallait qu'on se rassure que cette unité-là, qui a commis ces forfaits, soit sanctionnée conformément aux règles des Nations Unies. Et là, la population pourrait peut-être nous dire, mais pourquoi on ne peut pas les prendre tout de suite et les ramener chez nous à l'auditorat et commencer à les juger? Eh bien, les règles des Nations Unies sont telles que ce n'est pas nos juridictions qui doivent les juger. Eh bien, ils vont être jugés par les Nations Unies et rapatriés dans leur pays pour purger leurs peines. C'est ça les règles, malheureusement, des Nations Unies à travers les accords que nous avons signés avec eux. Ce n'est pas que le gouvernement est faible
devant ces gens-là, mais on est respectueux des textes et des engagements que nous avons signés avec ces gens. Voilà globalement, je crois, briefer l'essentiel de la mission que nous avons, qui a été conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, et la restitution que nous avons faite au président de la République, et les quelques éléments des décisions qui sont sorties de là pour devoir rassurer l'opinion que le président de la République suit personnellement cette question et que, 1, cette unité ne restera pas impunie, 2, la stratégie de retrait va être l'objet d'une évaluation pour qu'on voie comment raccourcir les délais initialement arrêtés dans le cadre du retrait de la MONUSCO. Et je dois préciser enfin que nous avons rappelé à l'opinion que le retrait de la MONUSCO n'est pas le fait des manifestations d'aujourd'hui. Ça avait déjà été l'objet d'un travail permanent fait par le gouvernement parce qu'il y a déjà un travail qui a posé 18 jalons qui définissent la manière dont la MONUSCO doit se retirer. La preuve, c'est que dans le Tanganyika, il n'y a plus d'éléments de la MONUSCO. Dans l'espace Kasaï, notamment à Kananga, il n'y a plus d'éléments de la MONUSCO. C'est en exécution de ce plan en 18 jalons et que donc on était en train d'aller vers les autres jalons pour nous permettre de les sortir du sol pour qu'on se rassure que partout où les jalons MONUSCO étaient plantés, eh bien, on est en train de les sortir. Maintenant que ceci est arrivé, l'évaluation va nous permettre d'aller rapidement, peut-être enlever les jalons là où ils se trouvent dans un délai qui sera convenu, parce que la résolution 2556 dit clairement que le Conseil de sécurité accepte que ce cadre entre la MONUSCO et le gouvernement soit mis en place pour élaborer le calendrier des retraits de manière consensuelle. Voilà. Merci, Monsieur le ministre Julien Paluku. Je rappelle que vous intervenez ici comme notabilité de la province et que vous êtes parti à cette qualité-là. Nous allons passer la parole au ministre Modeste Mutinga Mutwichai des Affaires sociales pour que lui aussi aborde les aspects qui le concernent dans le cadre de cette mission qui a été diligentée dans le Nord Kivu. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je ne reviendrai pas sur l'évolution de la situation telle que l'a décrite mon collègue de l'industrie. Je voudrais saluer tout simplement et au début la sagesse et la perspicacité du président de la République qui a jugé utile de dépêcher la délégation gouvernementale à Goma et à Butembo avant que la situation s'empire. Je voudrais également saluer la sagesse du Premier ministre qui s'est décidé de donner les moyens d'action à cette délégation pour apporter assistance aux familles éplorées. Je vous signale que n'eût été l'arrivée de la délégation gouvernementale à Goma à temps, nous aurions connu une catastrophe. Parce que la population, la jeunesse, se préparait déjà à organiser une deuxième marche à la suite de la première. Nous ne savons pas comment la situation se serait passée si la délégation n'était pas arrivée. Lorsque nous sommes entrés en contact avec les tracts qui circulaient, et les informations qu'on donnait par-ci et par-là, et même les confirmations du service provincial de sécurité, nous avons commencé un travail très délicat et très difficile nuitamment pour rencontrer les leaders d'opinion, pour rencontrer d'autres services qui pouvaient nous être d'un recours certain en vue de désamorcer la bombe qui nous attendait demain matin. Et donc demain matin, la seconde marche n'a pas eu lieu parce que cette délégation est arrivée à temps. Il y a également une autre catastrophe que nous avons évitée, c'était à Butembo. La jeunesse, les jeunes du mouvement citoyen sont allés prendre les corps à la morgue. Ils les ont amenés sur la voie publique. Ils voulaient faire une procession avec ce corps dans toute la ville de Butembo. Nous ne savons pas ce que cela devait amener comme attitude de la population et des jeunes. Ça aurait été encore une hécatombe. Mais les militaires se sont interposés
ont arraché tous ces corps, les 9 corps, pour les amener à la morgue, à l'hôpital, au camp militaire. Donc, nous avons, si le gouvernement n'était pas rapide, s'il n'y avait pas la sagacité du Premier ministre, nous aurions connu pire que ce qui s'est passé. Mais seulement ce qui s'est passé, le bilan vient de vous être donné tout à l'heure, mais à chaque catastrophe, à chaque calamité, il y a ce que nous appelons le choc. Quel était le choc? Le choc, c'est le nombre de morts, c'est le nombre de blessés, c'est le nombre de déplacés. Le bilan vient de vous être donné. Le ministère d'Action humanitaire était là pour examiner comment atténuer ce choc. Elle a reçu mission du président de la République, du gouvernement, d'apporter une assistance. Il y a une assistance pour l'organisation des obsèques, une assistance pour aider les familles éplorées à organiser le deuil. C'est ce que nous avons pu faire, tant à Goma qu'à Butembo. Mais la jeunesse a apporté un autre cahier de revendications dont le ministre Paluku vous a parlé tout à l'heure. Et c'est cette situation que nous avons exposée au président de la République. Retenez tout simplement que lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a une calamité, la première des choses pour le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le premier secours. En tout ce qu'on a le premier secours, dans ce cas, c'est apporter de l'eau potable. C'est indispensable. Il faut qu'il y ait de l'eau potable pour la population qui se déplace, qui ne sait pas où avoir de l'eau potable poussée. Et ensuite, quand on a de l'eau potable, il faut venir au secours des blessés. Il y en a qui sont grièvement blessés, il y en a qui sont légèrement blessés, mais tous se trouvent dans les centres médicaux où ils doivent recevoir des fonds. Dans ce cas-là, c'est le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire qui est appelé à apporter l'aide pour ceux qui sont dans les centres hospitaliers et pour atténuer ce choc-là. Ça, nous l'avons fait quand nous sommes partis et nous sommes rentrés faire le rapport au gouvernement, mais beaucoup de choses restent à faire parce qu'à la suite de ces événements, il y a beaucoup de populations qui fuient, il y a des populations qui vont dans tous les sens. Il faut voir dans quelle mesure demain nous allons mettre en mouvement les dispositions utiles pour stabiliser les populations en mouvement, pour organiser leur hébergement, soit dans les sites, soit dans les familles d'accueil. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je pense que la folie meurtrière de la MONUSCO a eu les conséquences qu'on vous a décrites sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Pour nous, cette folie meurtrière, parce qu'il n'y a pas de raison que la MONUSCO puisse tomber tirer sur les populations qui veulent manifestation pacifiquement, et surtout à Kasindi, nous ne savons pas pourquoi. C'est vraiment une folie meurtrière que les militaires se mettent à tirer sur la population main nue pour entrer sur leur territoire. Voilà ce qui s'est passé sur le plan humanitaire. Le choc est encore lourd. Je crois que le gouvernement mettra tous les moyens à sa disposition pour qu'on puisse le diminuer davantage. Surtout que le choc moral reste, la peur demeure. Nous allons, avec le politique, avec la sécurité, essayer de voir dans quelle mesure ce choc peut être diminué et comment redonner le sourire à la population de cette contrée qui souffre depuis plus de 22 ans. Je vous remercie, M. le Président. Voilà, Monsieur le Ministre, merci pour vos mots introductifs. Nous avons planté les décors de nos échanges. Nous serons heureux de recevoir vos questions. Je souhaite que nous soyons un peu plus courts et précis. Nous avons à peu près 45 minutes pour que nous puissions éclaircir les zones d'ombre. On va commencer par Pichu Mulumba et puis ce sera Richard Chako. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai deux préoccupations. La première, je la pose au ministre de l'Industrie comme notable de la région.
Quand vous dites raccourcir les délais initialement prévus, j'aimerais savoir, ces délais initiaux étaient de combien de temps partant de tous les jalons? Une petite sous-question, le gouvernement va réévaluer le plan des retraits. C'était quoi ces plans d'avant cette réévaluation? Ça s'école à la première préoccupation. Au ministre des Affaires sociales, l'on note que les affrontements armés sont restés évidemment la principale cause des besoins humanitaires et cela s'aggrave ou aggrave les quotidiens précaires de personnes déplacées. Est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements, au-delà de moyens qu'on alloue à votre ministère pour peut-être faire face au choc comme vous les décrivez, est-ce qu'il y a une politique assortie des moyens pour pouvoir répondre aux défis humanitaires qui se posent avec tout ce qu'il y a comme problématique des guerres ou des affrontements? Voilà, on va commencer par le ministre Paluku. Oui, merci beaucoup, M. Pichou. Vous avez posé la question du délai. Effectivement, selon le calendrier initial, la MONUSCO, les dernières troupes de la MONUSCO devaient se retirer en 2024. C'est là le plan. Maintenant, avec tous ces événements qui se sont succédés, le chef de l'État, à l'issue de la réunion qui a été tenue hier, a estimé que l'on reconvoque très rapidement ce groupe de travail pour réévaluer effectivement ce calendrier à la suite de cette demande populaire pour voir quel est le délai qui soit à la fois intelligible, à la fois aussi compris par nos populations, parce qu'en tant que gouvernement, nous, on ne peut pas agir comme dans la rue. Nous avons des engagements. Il ne faudrait pas que, même s'il y a des problèmes, que d'un coup nous nous réveillons et que nous disions, bon, aujourd'hui c'est fini, le lendemain c'est la fin. Non, comme gouvernement, on s'assoit, parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité. Si vous lisez la résolution 2556, elle dit clairement ceci: le Conseil de sécurité approuve la stratégie commune des retraits progressifs et échelonnés. Ça, c'est la résolution. Elle est déjà prise. Donc, quand on dit retrait de la MONUSCO, ce n'est pas qu'on est en train de forcer la MONUSCO à partir. Non, c'est le Conseil lui-même qui a déjà voté la résolution du retrait. Maintenant, comment le faire et quand le faire et pour quelle période, ça, c'est le groupe de travail qui va maintenant les définir. Et comme on allait jusqu'en 2024, pour le président de la République, avec ce qui s'est passé ici, on doit s'asseoir pour dire, eh bien, 2024 n'est plus le cap, on doit définir un nouveau cap. Et ici, ce n'est pas le lieu de vous dire quel est le cap qui sera défini, parce qu'il faudra que ce soit le groupe de travail qui définisse. Parce que la même résolution dit, la MONUSCO, le gouvernement, en liaison même avec la société civile. Or, nous avons rencontré les couches de la société civile. Donc, ce groupe de travail, au-delà du gouvernement et de la MONUSCO, va associer la société civile pour redéfinir les nouveaux délais raccourcis. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Mais les raccourcis, c'est lesquels? Ce n'est pas à moi de répondre ici. Attendez que ce groupe de travail nous produise les résultats de son travail. Alors, donc voilà, je crois j'ai répondu même à la sous-question. Le plan de retraite, c'était quoi? C'était celui-là. Donc, c'était défini, la manière dont progressivement on doit... La même résolution dit d'ailleurs ceci, que si vous lisez les points 49, 48, 49, 50, 51, la résolution parle du transfert des tâches de la MONUSCO au gouvernement. C'est-à-dire, ce plan-là définit comment les tâches que la MONUSCO exécutée doivent être transférées au gouvernement, selon les ministères qui sont concernés. Et s'il ne s'agit pas des ministères concernés, la même résolution définit le transfert des tâches de la MONUSCO à l'équipe des Nations, au système des Nations Unies. Parce que même si les troupes de la MONUSCO quittent, ce n'est pas que le système des Nations Unies quitte. Il faut que les gens comprennent la différence. La différence, c'est que les agences du système des Nations Unies vont rester, c'est-à-dire les PNUD, l'OMS, etc. Alors, toutes les matières que la MONUSCO exécutait vont être transférées aux agences du système des Nations Unies qui, elles, sont pérennes dans tous les pays. Il y a les PNUD, il y a l'OMS, il y a OCHA, il y a etc. Donc, c'est ce plan-là qui va aider effectivement à définir ce transfert. Pour telle matière ici que la MONUSCO exécutée, quel est l'organe du système des Nations Unies qui doit les recevoir au terme du transfert. Donc voilà comment ce plan est exécuté et il faut que l'on s'en soit pour qu'on évalue toute cette gymnastique-là de savoir comment le transfert s'est fait de ces différentes tâches que la MONUSCO a exécutées pour les ramener soit au gouvernement, soit au système des Nations Unies à travers les agences qui sont présentes ici depuis de longues années, avant même la MONUSCO. Alors ici, il faut rappeler, et d'ailleurs je veux m'assurer qu'au terme de ces briefings, qu'on vous partage
le plan de retrait, parce que c'est un document qui existe, et la résolution 2556. Comme ça, nous pouvons être sûrs que nous disons les choses qui ont un même soubassement. Je dois rappeler que le mandat principal de Casque Bleu de la MONUSCO, c'est la protection des civils. On ne peut pas, dans un contexte où, au lendemain de manifestations graves qui ont eu lieu à Goma, où il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur des casques bleus, notamment sur qui a tiré sur la foule, accepter que des casques bleus tirent à bout portant et des sang-froid sur les populations qui sont censées protéger. C'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, comme il est le président et qui porte la voix des Congolais, les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé, le collègue Paluku l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. Alors ici, le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ces échanges avec le secrétaire général des Nations Unies, où il lui a dit clairement qu'aujourd'hui, la raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers les M23. La frustration congolaise vient de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été de nature à dire que la MONUSCO les fera. Nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Aujourd'hui, tant que Bunagana sera occupé, ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi, que ce soit la feuille de route de Luanda et que ce soit la position d'elle-même du Conseil de sécurité du 1er juin 2022, tout demande le retrait des territoires occupés. Mais cela n'arrive pas. Ça veut dire que nous vivons dans un contexte de tension où il est important que nos gouvernements, nous restions attentifs vis-à-vis des revendications de notre population, mais qu'en même temps, nous soyons dans un dialogue réaliste avec nos partenaires de la MONUSCO, parce que ce ne serait pas du tout bon qu'il y ait d'autres incidents de ce genre dans un contexte où la confiance n'existe plus entre la population et les casques bleus. C'est une confiance qu'il faut restaurer. Et même nous, gouvernements, dans ces dialogues-là, avec les militaires, on aura l'occasion de leur dire ce qui ne va pas, ce qui peut être corrigé, ce qui peut être fait, pour être sûr que dans les délais qui étaient prévus initialement, nous soyons en mesure de prendre en compte les revendications de notre peuple et travailler à réduire du temps dans ce qui a été convenu. Ça dépendra aussi de notre célérité. De toute façon, nous aurons des conversations bien plus appuyées lorsque vous aurez pris connaissance de ces différents documents. Je voudrais vous passer la parole pour rencontrer la préoccupation de M. Pichou Moulumba. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre. Pichou Moulumba nous pose la question sur le quotidien précaire de la population après tous ces chocs dont je viens de parler tout à l'heure. Il faut noter que le président de la République et le gouvernement ne sont pas restés sourds, ne sont pas restés indifférents à tous ces chocs. Quelle politique avons-nous mis en route, que le gouvernement a mis en route pour atténuer ces chocs? La première politique, c'est la recherche de la paix, qui est un préalable pour la stabilité de la population, pour la production et pour le fonctionnement normal de la vie de population. À ce sujet, le président de la République et le gouvernement ont mis en place deux politiques majeures. La première, c'est ce décret qui a décrété l'état des sièges à l'est du pays. C'est justement dans le but de rechercher la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'études, il n'y a absolument rien. Donc, le préalable primordial, c'est la paix. Cette recherche de la paix est constante dans l'esprit, dans l'action et la vision du président de la République. Donc, c'est l'état des sièges d'abord, mais ensuite, le plus pragmatique, c'est le PPRDS. Donc,
PDDRS. Voilà. Donc, démobilisation, désarmement, réinsertion et stabilité. C'est cette politique qui doit contribuer à l'instauration de la paix pour nous permettre de nous occuper facilement du social de la population. Il y a ces politiques qui sont mises en route parce que d'une manière générale, nous enregistrons plus ou moins 5 millions de déplacés à la partie est de notre République, les déplacés internes. C'est tellement énorme. Les gens qui ne sont pas chez eux, qui vivent dans des camps, qui sont en train d'errer à Goma, à Butembo, à Beni, un peu partout. C'est énorme, 5 600 000 habitants. Et aujourd'hui, on signale par les statistiques que dans cette partie de la République, il y a plus ou moins 7 millions qui sont dans l'insécurité alimentaire. Donc la situation est délicate, très difficile, mais on peut tout dire, il y a un seul préalable, c'est l'installation de la paix. Et le gouvernement s'en occupe. On s'en occupe sur le plan politique, on s'en occupe sur le plan social et sur le plan militaire. La politique, c'est cela, le retour à la paix par deux mécanismes que je viens de vous communiquer, l'instauration de l'état d'urgence et l'organisation par le DDRS. Voilà. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question. Richard Chako, puis ce sera Madame Amunazo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. De manière unanime, vous avez dit que la population ne veut plus de la présence de la MONUSCO en RDC. Vous voulez encore de la MONUSCO? Bon, je ne peux pas répondre à ça. Je voulais savoir quel est le palliatif ou l'alternative que le gouvernement compte mettre en place pour que le départ de la MONUSCO, qui est souhaité par tout le monde, ne soit pas une occasion pour l'embrasement de l'Est de la RDC, surtout avec la multiplicité des groupes armés. Deuxième question, Monsieur le ministre de la Communication, vous avez rappelé ici le 24e anniversaire de l'agression rwandaise. Vous avez dit que ce sont les mouvements citoyens qui sont organisés pour commémorer cette date douloureuse. Pourquoi le gouvernement aussi ne s'est pas associé ou n'a pas pris le devant pour organiser ça, au lieu que ce sont les mouvements citoyens qui organisent et que le gouvernement puisse venir à ce côté? Merci. Alors, à votre deuxième question, mes collègues du gouvernement, la ministre de la Culture, le ministre des Droits humains sont sur la place des évolués, en train de participer à la cérémonie. Il y a un travail de mémoire que nous devons faire de manière collective, on en a déjà parlé, et ce travail doit impliquer tout le monde, société civile. Vous savez, dans la reconstruction d'un pays où faire avancer les pays n'est pas seulement l'apanage du gouvernement, nous pouvons soutenir les initiatives privées, comme nous faisons avec cette initiative portée par des mouvements citoyens. Globalement, en Conseil de ministres, nous avons eu le temps d'en discuter. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le Rwanda, la stratégie principale du Rwanda repose sur la compassion qui a été exprimée à travers les génocides. Et nous vivons, et c'est un diplomate qui me disait un jour, que sur le Congo, c'est comme si les gens s'étaient tous accordés de ne rien voir pour ne pas se sentir coupables. Parce qu'en réalité, c'est après les génocides rwandais que nous, on a commencé à connaître les génocides de tout genre, à la fois humains, à la fois économiques et tout le reste. Il y a des rapports qui l'attestent. Et donc, nous, aujourd'hui, nous pensons, et c'est pour ça que nous disons, nous avons un front militaire, un front diplomatique et un front judiciaire. Mais quand on nous par un front judiciaire, il faut que nous soyons en mesure de collecter suffisamment de preuves de ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a pour ceux qui se sont passés hier, pour que pour ceux qui ont été coupables, Makobola, Kasika et toute la liste, non seulement qu'on soit en mesure d'honorer ces morts, mais qu'on soit en mesure d'identifier les coupables et les traquer. Premièrement, on peut se souvenir aussi de la fameuse guerre de triste mémoire de 6 jours qui, à Kisangani, a vu 2 armées s'affronter en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nos jeunes doivent savoir d'où on est venu et c'est ce qui va permettre de façonner notre résilience collective et d'être sûr que demain, nous prendrons des dispositions pour que ces événements ne se répètent pas. Alors, départ de la MONUSCO, raison d'embrasement. Je ne pense pas parce que ça fait déjà depuis 1999, je pense, si ma mémoire est bonne, ça fait 23 ans. Alors, 23 ans, vous avez des enfants, 23 ans, vous êtes régulièrement, c'est comme si on était encore
dans une forme de babysitting. C'est vrai que la communauté internationale, nous considérons, et à juste titre d'ailleurs, qu'elle est co-responsable du malheur du Congo. Parce que lorsqu'en 1994 on ouvre les frontières, la communauté internationale était derrière. Et c'est là le point de départ. Jusqu'aujourd'hui, les Rwandais prennent de prétexte sur des FDLR parfois imaginaires, ou souvent imaginaires, pour venir nous agresser. Et donc, aujourd'hui, nous, en tant que gouvernement, nous avons décidé, par exemple, d'adopter la loi de programmation militaire. Parce qu'aujourd'hui, la première condition, le premier jalon, pour ceux qui ont lu les documents, c'est d'être en mesure de restaurer la sécurité, de mettre fin au type de menace. Mais au-delà de ce que nous faisons militairement, il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé à Nairobi, où il y avait un processus politique et un processus militaire, qui était l'alternative pour ceux qui auront refusé. Mais regardez, quel est le groupe armé qui a refusé le processus politique? Le M23, les seuls. Parce qu'en dehors des réunions qui ont eu lieu à Nairobi, le président de la République s'est adressé à ses compatriotes égarés, mais vous avez vu que la facilitation conduite par le professeur Serge Chibangu, mandataire spécial du président de la République, était à Beni Bunyagoma, Bukavu, pour rencontrer ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Le simple fait qu'ils quittent le maquis où ils se cachent pour venir rencontrer une délégation présidentielle signifie que tous sont disposés à aller vers la paix. C'est pour ça que le ministre Mouting a parlé tout à l'heure de la composante PDD-RCS, pour être sûr que nous assurons les relèvements communautaires qu'il faut. Et donc, la MONUSCO, quoi qu'il en soit, ne peut pas rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la confiance est rompue parce que les raisons pour lesquelles la MONUSCO devait être là ne se justifient pas lorsqu'elle s'est dit ou est-ce qu'elle se montre presque incapable d'agir efficacement pour régler les problèmes. Donc, nous, on peut encore avoir de la retenue dans la manière de discuter, mais nos populations de qui nous détenons le pouvoir disent non. Alors, il ne faudrait pas que demain, dans l'hypothèse où il y a 1 ou 2 incidents, personne n'aurait cru qu'il y aurait ces incidents à la frontière, que cela n'expose encore à des choses plus graves. Mais ici, les Congolais doivent se rassurer que ce soit pour le président de la République et pour le gouvernement, nous mettons tout en place. C'est pour ça que nous avons lancé, par exemple, un appel au recrutement pour nos jeunes qui veulent venir dans l'armée, dans les services, ils doivent venir. C'est eux qui seront en mesure de défendre l'intégrité territoriale. Voilà. Merci. Vous avez un petit complément? Je vais commenter effectivement cette question. Il y a 2 éléments importants. Le premier élément, c'est que on ne peut pas continuellement être dans une mentalité d'assister et croire qu'on peut se développer. En fait, dans les grandes théories de développement, on dit l'aide extérieure n'a de sens que si elle vient renforcer une dynamique existante. Et donc, pour nous, nous pensons que pendant 22 ans, si l'aide n'a pas aidé à renforcer la dynamique existante, eh bien, il faut qu'on la crée nous-mêmes. Et comment nous allons la créer? C'est à travers le deuxième élément que je voudrais évoquer, la loi de programmation militaire qui vient d'être promulguée par le président de la République. Cette loi définit le budget qui est alloué annuellement à l'armée. C'est plus d'1 milliard de dollars chaque année pour construire notre système de défense. Le plus souvent, quand je parle de la construction du système de défense, les gens pensent que c'est l'armée seule. Non, le système de défense est multisectoriel. Ça part de la territoriale jusqu'à la défense en passant par la police. Tout ça, ça entre dans le cadre du système de défense d'un pays. On ne peut pas seulement se fonder sur l'armée sans construire une police, sans construire les services de sécurité, sans construire une territoriale. Donc, toute cette chaîne-là entre dans le système de défense et de sécurité d'un pays. Alors, la loi de programmation militaire est déjà là, définit déjà les budgets, et donc à partir de 2022, la loi qui sera votée en septembre, parce qu'on va déposer les budgets d'ici là, va prévoir déjà, parce qu'il y a une loi qui est votée, la ligne budgétaire d'1 milliard de dollars pour l'année 2023, de manière déjà à construire tous les équipements nécessaires à permettre à ce que nous construisions une capacité militaire de faire face à tous ces problèmes. Je vais vous donner des chiffres. Vous savez que l'Égypte a 1 million de militaires, 475 militaires actifs, près de 600 réservistes. Le Rwanda a 33 000 hommes. Le Burundi a 31 000 hommes et 20 000 réservistes. L'Ouganda a autour de 35 000 hommes. Donc vous comprenez qu'avec ces chiffres-là seulement,
Il suffit de renforcer notre système de recrutement, comme a dit les collègues, pour que nous arrivions à 50, 60, 70 000 hommes pour que les rapports de force changent. Et donc la loi de programmation militaire donne les moyens au gouvernement de faire changer les rapports de force. Maintenant qu'on peut être en difficulté pendant un temps, eh bien il y a des théories qui disent, pour ceux qui sont forts aujourd'hui, il y a des théories qui disent on ne reste pas fort tout le temps. On peut être fort pendant un temps, mais on ne l'est pas tout le temps. Et donc la RDC peut être faible pendant un temps, mais elle ne le sera pas tout le temps. Et donc aujourd'hui, c'est le président de la République qui est en train de renforcer la capacité du système de défense. Et je ne peux pas ici vous dévoiler toutes les stratégies internes qui sont en train d'être faites dans le cadre du recrutement. Parce que lorsqu'on va sortir les troupes, je pense que tous vous serez informés. Mais si on commence à le dire que telle part il y a autant, telle part il y a autant, il y a des gens qui vont s'activer pour chercher à détruire la possibilité pour le gouvernement de se doter de sa capacité militaire de faire face aux agressions prochaines. Et c'est l'essence de l'agression. L'agression a pour rôle ou a pour objectif de distraire la République démocratique du Congo à s'engager vers la voie de la construction de ce système de défense. À chaque fois que nous voulons nous organiser, je l'ai dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on veut s'organiser, vous voyez une agression qui naît par personne interposée. C'est CNDP en 2006, c'est M23 en 2009, c'est M23 qui est né en 2013. Descendant du RCD, donc, le 2 août. Tous ces descendants-là, d'aujourd'hui, 2 août, ils reviennent quand on sent qu'il y a une possibilité pour ce pays de se construire. Et donc, le président de la République a pris conscience de cela et la population devra accompagner ce gouvernement ici à construire réellement son système de défense. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais lancer cet appel que le président de la République avait lancé lui-même le 30 juin pour dire des Congolais qui voudraient que demain, personne ne s'hasarde à venir faire des aventures dans ce pays, doivent intégrer les forces armées. La loi est là, l'armée et tout le système auront un budget de 2 milliards de dollars. Donc les militaires ne vont plus végéter dans la misère comme on le pense. Ils ont les moyens qui leur sont dotés par la loi de programmation militaire. Et donc les jeunes gens qui avaient peur qu'aller dans l'armée, c'est aller végéter de la misère, la loi leur donne la possibilité d'être des vrais militaires. Parce que demain, la RDC va commencer aussi à fournir des casques bleus pour aller intervenir ailleurs. Voilà, merci. On va prendre Madame Pamela Amunazo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais commencer par Monsieur Julien Paluku. À vous entendre parler, on a l'impression que la position du gouvernement est claire. La MONUSCO doit partir. Est-ce que la RDC aujourd'hui, sur base de votre expérience, parce que vous avez géré cette partie de la RDC, est en mesure de maintenir la paix ou maintenir la situation actuelle dans cette partie de la RDC? N'avez-vous pas peur de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec une population qui va vous réclamer la même chose, avoir à dos cette population qui vous demande de partir parce que vous n'aurez pas amené cette paix? À Monsieur le porte-parole, vous aviez communiqué sur ce qui s'est passé à Kassindi et également la MONUSCO, mais personne n'a donné les nationalités, on va dire, de ces casques bleus. Est-ce que c'est par stratégie, par sécurité? Si oui, pourquoi? Et deuxièmement, la RDC, en étant un État souverain... Votre sourire dit tout. Excusez-moi. État souverain, est-ce que la RDC, au lieu de passer par la MONUSCO pour pouvoir répondre à ces casques bleus puisqu'ils étaient en vacances, s'adresser directement au pays d'origine et trouver des solutions pour que cela ne se répète pas? Bon, écoutez, vous avez encore une dernière question au ministre du Tourisme, des Affaires sociales, qui a parlé du soutien que vous avez apporté à la population qui a été victime et meurtrie et tout. Vous avez parlé d'un choc que vous avez dû pallier. À quelle hauteur exactement? Quel montant vous avez apporté à cette population? Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a toujours cette polémique qui revient sur le chiffre, mais bon, le ministre, elle le dira mieux que moi, mais le gouvernement est toujours présent dans la mesure des ressources que nous avons. Alors, pourquoi on n'a pas dit la nationalité du... Regardez le contexte dans lequel nous sommes. Il ne faudrait pas, en voulant communiquer, donner les prétextes, parce qu'il est évident qu'il y a des manipulateurs qui gravitent autour de ces événements, qui ne sont peut-être pas loin de nos agresseurs.
Et donc, il y a un incident qui s'est produit. Il y a des mécanismes lorsqu'il s'agit des casques bleus. C'est dans la Convention. Et donc, ces casques bleus sont arrivés en République démocratique du Congo par la MONUSCO, par les Nations Unies. Autant les Nations Unies parlent avec les pays d'origine de ces casques bleus, autant nous aussi, les canaux diplomatiques existent. Et d'ailleurs, le chef de l'État devrait s'entretenir avec le chef d'État du pays, du contingent concerné, pour être en mesure de nous assurer qu'il soit sévèrement sanctionné. Parce qu'être casque bleu ne vous excuse pas à procéder de cette manière. Mais ici, il faut bien comprendre la stratégie du gouvernement. Nous voulons baisser la tension. Nous voulons arriver à l'apaisement parce que lorsque nous restons dans une situation de tension, c'est évident que vous ouvrez des portes à des manipulations qui peuvent être beaucoup plus dangereuses. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas voulu qu'il y ait, non pas que nous n'avons pas un souci de transparence, le moment venu on les dira, mais on n'a pas voulu que cela ne serve de prétexte à ceux qui peuvent s'en prendre à des paisibles citoyens originaires de ce pays-là. Et donc, voilà un peu le sens de la question. Je veux passer la parole au ministre de la Solidarité et on finira par le ministre Paluku. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais d'abord reprendre une partie de la question qui a été posée à mon collègue Paluku pour savoir qu'après la MONUSCO, est-ce que la population ne va pas se retourner contre nous pour demander la même chose. À ce sujet, à l'occasion de ces incidents graves, à l'occasion de cette barbarie de la MONUSCO, il s'est réveillé, il s'est constaté un réveil de conscience de la population congolaise. Aucun Congolais du sud, du nord, de l'est n'accepte ce qui s'est passé. Il y a une sorte de réveil. Et tout le monde n'accepte pas qu'un seul centimètre de notre République soit occupé. Cette conscience qui s'est révélée une fondation de notre nation, de notre unité, doit être entretenue par les médias et par les institutions. Nous devons nous atteler à cela. C'est une arme redoutable qui peut nous permettre de résister contre les assauts de la MONUSCO. On l'a constaté, parce que si on avait laissé la population continuer, elle aurait causé beaucoup plus de dégâts. C'est une force extraordinaire que nous devons entretenir et continuer à mettre à l'avant de notre action. À propos de l'assistance que nous avons apportée à la population, nous n'avons pas l'intention de faire la publicité autour des morts. Nous sommes dignes et nous avons l'humilité que pour pouvoir nous permettre à déclarer les chiffres parce que nous avons enregistré autant de morts. Nous avons fait en sorte que les victimes connaissent les funérailles dignes de leur nom et dignes de la République. Nous avons fait en sorte que les familles soient soulagées dans leur douleur. Voilà. Monsieur le ministre de l'Industrie. Oui. Ici, je voudrais, parlant de la question liée à la nationalité, rappeler que les troupes qui arrivent au Congo n'y arrivent pas au nom de leur pays. Elles y arrivent comme Nations Unies. Donc ça, c'est la précision des tailles. Et donc, quand le gouvernement doit s'adresser aux Nations Unies, il s'adresse aux Nations Unies avec les troupes qui sont identifiées comme Nations Unies. C'est aux Nations Unies qui est allé recruter, de savoir ces éléments-là qu'il est allé recruter, il est allé les recruter où? Parce que le gouvernement n'entre pas dans les détails de recrutement des éléments qui viennent nous aider dans le cadre de la MONUSCO. Donc nous nous adressons à la MONUSCO pour dire vos éléments ont commis un forfait. On ne peut pas, à ce stade, commencer à aller voir ils sont d'où. C'est à eux de dire ces éléments-là, nous les avions tirés de X lieux. À ce moment-là, nous saurons. Donc ils vont nous les dire dans les séances de travail que nous allons avoir avec eux. Maintenant, vous nous dites, nous voulons maintenir la paix parce que nous n'avons pas peur qu'à la sortie des éléments de la MONUSCO, rien n'est... Non. Ici, je voudrais apporter une autre précision. Lorsqu'on parle du retrait de la MONUSCO, il faut que l'opinion et la MONUSCO elle-même sachent qu'on ne veut pas énerver quiconque. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que quand on veut parler du retrait de la MONUSCO, non, ça va énerver la MONUSCO parce qu'on veut exiger son départ. Non.
il y a une résolution du Conseil de sécurité qui parle de la stratégie du retrait. C'est-à-dire que les Nations Unies elles-mêmes sont déjà d'avis que leurs troupes doivent quitter la République démocratique du Congo. Donc, lorsqu'on parle du retrait, ça ne doit énerver personne. Mais néanmoins, ça peut énerver les individus. Parce que les Nations Unies, étant une personne morale, elle a à l'intérieur d'elle-même des individus. Et ces individus peuvent peut-être de manière individuelle, si vous permettez la tautologie, être énervés par la stratégie de retrait. Mais les Nations Unies ont déjà voté la résolution pour dire, vous, mes troupes que j'ai envoyées là-bas, je viens d'accepter que vous puissiez quitter. Et le gouvernement vous dit, maintenant, comme c'était en 2024, on va se mettre autour d'une table pour raccourcir les délais. Et la même résolution dit comment on va transférer, je l'ai indiqué. Donc, il y a même certaines responsabilités ou certains matériels ou certains outils que le gouvernement est en droit de réclamer pour dire, vous avez acquis autant d'outils sur le sol congolais, il ne vous appartient pas de les amener en l'air. C'est ça le transfert des tâches qu'exécutait la MONUSCO ici. On va dire, vous avez acquis du matériel, vous avez acquis ceci, vous avez transféré cela à tel. Et donc, il y aura une série de transferts qui seront faits au niveau des agences, au niveau du gouvernement. Et nous, en interne, on est en train de nous préparer effectivement pour que la sortie de la MONUSCO ne constitue pas un chaos, pour que demain, ceux qui seront partis puissent se justifier en disant, voilà, ils nous ont demandé de partir, voilà ce qui est arrivé. Je dois conclure par dire, tous les pays du monde n'ont pas eu des missions des Nations Unies pour exister. Donc on ne doit pas croire que lorsque la mission des Nations Unies sortira de la RDC, ça sera la fin de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée en 1999. La RDC existait, ou si vous voulez, les Zaïre. J'étais là. Donc les Zaïre n'a jamais disparu. Entre le départ de la mission de 61 et l'arrivée de la mission de 99. Donc on ne peut pas tout de suite affirmer que lorsqu'elle va partir, ce sera la catastrophe, ce sera le chaos. Au contraire, ça doit, nous, en tant que gouvernement, nous amener à définir des stratégies robustes pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on donne raison à ceux qui sont partis. Parce qu'aussitôt partis, si des choses s'enlisent, effectivement, ils vont apparaître aux yeux du monde qu'il n'y avait rien. Donc ça, il revient à nous, gouvernement, effectivement, d'avoir ça comme défi, d'avoir ça comme challenge. Et c'est pourquoi le président de la République a sollicité de ne plus attendre la session de septembre pour faire passer la loi sur la programmation militaire. Elle est maintenant publiée sous forme d'ordonnance loi. C'est-à-dire, on a sollicité l'habilitation au niveau du Parlement pour que le président promulgue la loi sous forme d'ordonnance loi. Parce qu'en attendant la session de septembre, on ne sait pas si c'est une session budgétaire, si elle pouvait être adoptée. Donc ça, c'est déjà une stratégie du gouvernement de dire, en possession de cette loi de programmation militaire, aujourd'hui, ça nous permet déjà de pouvoir affûter les armes pour que le budget 2023 contienne les éléments nécessaires qui nous permettent de nous préparer. Et je pense qu'ensemble, nous vivrons une RDC qui est en train de monter en puissance et qui va dire, eh bien, celui qui voudra bien jongler avec nous dans les minutes qui suivent, nous serons chez lui. C'est cela l'ambition du président. Voilà, je dois juste donner un petit élément d'information. Si vous avez bien lu le communiqué que j'ai signé dimanche, nous avions dit que ces contingents, ceux qui sont impliqués dans cet incident, ne feront plus partie des éléments de la MONUSCO. Cela a déjà été notifié, ce sera le cas. On va prendre 3 dernières questions parce qu'il faut gérer les temps. Il y en aura 2 à la fin en lingala et une en swahili pour permettre aux compatriotes qui nous suivent au Nord Kivu. Alors, on va prendre en face de moi, mon ami de l'avenir, on va prendre Benoît. Stéphane, vous avez posé la question la dernière fois. Tite Lyongi, Marlon Kachamu, Élisée Odia. Vous allez poser une question, s'il vous plaît, comme ça vous permettez aux autres de poser. On va prendre une série, parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne l'habitude de dépasser l'heure de 20 heures. On prend la série en une fois et puis nous allons y répondre. Avancez déjà. Merci, Excellence, pour la parole. Ma petite question, c'est par rapport à ce que vous avez dit, que parmi les casques bleus, nous avons vu les images, il y en avait qui avaient porté des képis MONUSCO, mais avec des culottes.
ne craignez-vous pas qu'il y ait infiltration au niveau de la MONUSCO, par exemple? Et des deux, tout le monde sait que la base logistique de la MONUSCO est en Ouganda, à Entebbe. Ne craignez-vous pas qu'il y ait dissimulation des matériels lorsque le moment du transfèrement viendra? Voilà, prochaine question. J'ai une question pour le ministre des Affaires sociales et une question qui était destinée au ministre de l'Intérieur. Malheureusement, il n'est pas là. Je vais la poser quand même. Monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée, parce que vous ne voulez pas citer le chiffre, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le montant déboursé depuis la résurgence de M23? Vous dites qu'il ne veut pas de chiffres, mais vous dites... Une idée. Je vais avoir une idée. Depuis la résurgence d'M23, le gouvernement a déjà déboursé combien pour assister le déplacé? Et ministre de l'Industrie, étant qu'ancien gouverneur de Nord Kivu, vous étiez dans cette délégation, vous maîtrisez bien la situation sécuritaire à l'Est. Qu'est-ce qui échappe aux Congolais? Qu'est-ce qui échappe au gouvernement pour mettre fin à cette histoire de l'M23? Merci. Marlon Kachamou. Monsieur le ministre Paluku, c'est un bon casting que le président a fait de vous renvoyer sur les terrains que vous maîtrisez très bien. Alors, je vous pose la question de savoir, depuis la MONUC jusqu'aujourd'hui, MONUSCO, qu'est-ce qui a changé de manière concrète? Quelle est la démarcation? Une petite question au ministre de la Communication et Médias. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, nous étions l'autre fois ici avec monsieur Kassim Diané. Il a nié en bloc. Il a dit que la MONUSCO ne tuait pas. Pourquoi vous ne l'avez pas associé à ces briefings pour qu'il puisse s'expliquer devant nous? Merci. Merci. Tite Lyungi. Stéphane, vous pouvez avancer parce qu'apparemment on pose une question, donc merci, on aura le temps de l'enregistrer. Une petite préoccupation, monsieur le ministre Julien Paluku. En tant qu'ancien gouverneur, vous avez sûrement eu le temps de voir l'évolution de tout ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement aujourd'hui prend l'initiative d'accélérer le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Je ne sais pas. En utilisant cette traction qu'on appelle le principe de souveraineté, est-ce que vous avez déjà en évidence un cas pareil dans un pays, par exemple, où on a fait appel à la mission des Nations Unies et que les résultats ne semblent pas être satisfaisants, et puis on utilise un raccourci pour permettre au gouvernement qui veut aujourd'hui amener la population à croire qu'également la population est d'accord avec le gouvernement. Est-ce que vous avez un cas pareil qui doit faire asseoir la démarche gouvernementale? Merci. Merci, monsieur le ministre. Nous avons vu récemment le ministre des ITPR être dépêché en Ouganda pour parler de tout sauf des routes. Le ministre des LSU, dans une radio, la Radio Top Congo, a aujourd'hui parlé de tout sauf de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes un habitué de ce coin, vous y allez pour parler de tout sauf de l'industrie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette approche ethnico-tribale dans le chef de l'exécutif pour essayer de résoudre les tensions sporadiques ou pas dans cette partie du pays? Parce que souvent, on associe les personnalités issues de ce coin-là pour communiquer quand il y a un problème. Et rapidement, vous parlez de l'organisation de l'armée. Est-ce qu'il faut attendre la réorganisation de l'armée congolaise pour récupérer Bunagana, ou on doit juste compter sur la bonne foi du Rwanda pour demander au M23 de se retirer? Finalement, c'est tout le monde. Monsieur le porte-parole du gouvernement, que va faire Kinshasa si jamais les résultats de l'enquête diligentée après les récentes échauffourées démontraient clairement que les contingents onusiens ont tiré sur les civils? Au ministre des Affaires sociales, le gouvernement a-t-il prévu d'indemniser les victimes? Si oui, c'est combien par exemple, à part le fait de prendre en charge les funérailles? Monsieur Julien Paluku, vous êtes
un notable du coin. 3 questions à vous-même. Il y a une liste des 5. Après vous, on va arrêter la série des questions. S'il vous plaît, permettez aux autres de poser, s'il vous plaît. Merci de m'accorder la parole. Cédric Beya, pour le compte de dépêche.cd. Vous parlez de la réévaluation du plan du retrait de la MONUSCO, oui. Raccourcir les délais, oui. Et si aujourd'hui la MONUSCO décide de s'en aller avant 2023, est-ce que le gouvernement est capable d'assurer à l'opinion qu'il y aura élection en 2023? Puisque souvent, quand il y a élection, nous recourons à sa logistique. OK. Ma question s'adresse au ministre des Affaires sociales. Vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît, madame? Fallon Mubungu, RTNC2. Ma question s'adresse au ministre des Affaires sociales. La délégation gouvernementale est allée au chevet de victimes. Alors, j'aimerais savoir, y a-t-il un mécanisme du côté gouvernement congolais pouvant pousser les Nations Unies à indemniser les familles éplorées? Parce que du côté gouvernement congolais, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a eu une délégation qui est allée au chevet de victimes. Et la deuxième question s'adresse au ministre de la Communication. Dans le récent briefing, vous avez dit que les enquêtes étaient en cours. Nous pourrions savoir où en êtes-vous avec ces enquêtes. Merci. C'est M. Nassis Moutombo de art.cd. Ce sera la dernière question en français. On répond à cette série et on prendra les 2 dernières questions en langue pour être sûr qu'on ne se perde pas. Puisqu'aujourd'hui, toute la RDC est unanime quant au départ justement de la MONUSCO, moi, ma question est de savoir, le départ de la MONUSCO va-t-il laisser la voie libre à la force régionale? OK, on va commencer par cette dernière question. Voie libre à la force régionale. Il faut regarder, la MONUSCO agit suivant un mandat. La force régionale aura un mandat précis, et donc il ne faut pas lier les deux. Alors, je voudrais donner la parole au ministre Paluku. Avec 5 minutes, j'espère que vous pourrez ramasser toutes les préoccupations. Le ministre Moutinga reprendra et ensuite on fera une petite conclusion afin de prendre les questions en langue. Oui. La question relative à la tenue des éléments casque bleu, c'est une question qui soulève un regret. Parce qu'il est quand même anormal que des éléments qui sont dans un contingent des Nations Unies entrent sur le sol d'un territoire pour lequel ils viennent faire la relève comme force de maintien de la paix dans des tenues aussi délabrées comme on les a vus tous. Donc, et c'est cela d'ailleurs qui avait suscité l'attention de la population à Kassindi, parce que c'était des tenues presque apparentées à celles qu'on voit auprès des ZDF. Et donc la population était en train de s'interroger si ce n'était pas une infiltration des ZDF à travers la frontière ougandaise. Et cette curiosité-là de venir à la frontière, qui a été considérée comme une résistance de la part de ces forces-là, qui ont tiré immédiatement sur les populations. Donc c'est regrettable, effectivement, et je crois que les Nations Unies qui nous suivent devront communiquer à toutes leurs forces que lorsqu'on entre sur le territoire d'un pays comme force de maintien de la paix, on doit être correctement habillé dans les tenues des Nations Unies pour qu'on ne soit pas confondu aux bandits. Et parce que tout ce qui est arrivé, c'est aussi suite à cette confusion-là entretenue par des tenues vestimentaires. C'est impensable que quelqu'un qui vient dans une mission où il doit être respecté vienne en culotte. Et quand vous voyez la photo, il est en culotte avec souliers rouges, basket et sur la tête, un casque bleu. La technique peut balancer la photo, Jessie? C'est impensable. Et donc, je crois que quand j'ai posé des questions à nos frères à l'intérieur de la MONUSCO, ils sont embarrassés. Ils sont même embarrassés parce que nous avons aussi des frères africains qui sont à l'intérieur de la MONUSCO pour leur dire, est-ce que vous, dans votre pays, pourriez-vous accepter qu'une force comme ça arrive à la frontière, tire sur la frontière, entre militairement, tire sur vos populations, tue? C'est des questions embarrassantes. Donc je crois que même le communiqué des Nations Unies qui est sorti, vous avez senti que ça traduit quand même l'embarras des Nations Unies face à ces actes qui ont été
commis. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas une dissimulation, comme la base est à Entebbe, évidemment. Tout ce qui s'est produit à Kassindi doit susciter une attention particulière du gouvernement congolais, pour que désormais, les entrées des forces en République démocratique du Congo soient soumises à un arrangement qui permette de savoir exactement qu'est-ce qui entre. Parce que même les conteneurs qui entrent, on devra savoir aujourd'hui s'il y a des conteneurs qui entrent avec des armes aujourd'hui, dans le cas de la MONUSCO, ces armes, c'est réellement pour venir faire quoi? Toutes ces questions devront être discutées dans le cadre de ce travail qui va être fait conjointement. Donc je crois que ça réveille de plus en plus l'attention du gouvernement pour qu'on revienne sur les petits détails qui peut-être nous ont échappé par le fait qu'il y a eu une bonne foi qui a dirigé les relations entre nous et les Nations Unies. Alors depuis le M23 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui échappe au gouvernement pour qu'on mette fin à la guerre de l'Est? C'est une grande problématique. Si je me mets à épiloguer là-dessus, on va passer toute la nuit ici. En fait, les pays, la RDC, comme vous pouvez vous y entendre, c'est au cœur de l'Afrique, avec toutes ses richesses. Et malheureusement, il est la rusée de tous les autres États. Et lorsque nous prendrons conscience de cela, et la conscience est en train déjà de naître totalement, je pense que nous allons arriver à trouver des réponses précises à la question d'insécurité chez nous. Parce que la guerre telle qu'elle est menée, je l'ai dit dans un des médias ici, la guerre de Bunagana a commencé lorsque nous voulions commencer la route entre Bunagana, Rutshuru et Goma, route asphaltée. Lorsque nous allions commencer la route Beni, Kassindi, Beni, Butembo. Ce sont des corridors de développement qui devaient ouvrir la RDC à l'océan Indien. Et la guerre a commencé par là. Comprenne qui pourra. Cet espace-là, de Bunagana à Rutshuru, en arrivant à Goma, s'il est désenclavé, c'est les bastions des gorilles des montagnes. Donc si cet espace est désenclavé, ça attire tout le tourisme mondial. Donc il y a des pays qui, à la suite de ce désenclavement de cet espace, souffrent par le tourisme dont ils font la propagande à travers le monde. Et donc, en empêchant cette activité de commencer, c'est effectivement d'empêcher la relève économique de la RDC. Toute la mafia, et je l'ai dit plusieurs fois, les RCD qui a commencé la guerre en 1988, le 2 août, est resté pendant 5 ans au Nord Kivu. Et pendant 5 ans, le Rwanda est venu au motif qu'il poursuivait les FDLR. Mais tout le monde sait qu'en lieu et place de poursuivre les FDLR, 5 ans après, le Rwanda est sorti premier producteur du coltan et d'autres minéraux. Et donc, il y a des faux fuyants qu'on a fait porter au niveau de la communauté internationale pour aveugler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation des Grands Lacs, alors que derrière ça, il y a un intérêt économique. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous devons mettre à la place du monde désormais pour que les gens sachent que la guerre qui se passe à l'Est est une guerre économique. Vous avez vu, il y a quelque temps, des véhicules, y compris des véhicules que je ne vais pas citer ici, à bord desquels il y avait même des minéraux qui étaient enroulés dans les jantes des pneus. Donc, toute cette mafia-là a aidé à enrichir un certain nombre de gens. Et avec la guerre qui se passe à l'Est, il y a des usines qui ont été installées dans certains pays, qui ont fermé par le fait qu'il y a des sérieux qui commencent à naître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer un climat de trouble pour que les sérieux qui commençaient à s'installer cessent et que les trafics mafieux reprennent pour alimenter les usines qui ont été installées dans certains pays. Ça, ce sont des questions pour lesquelles je n'ai pas peur de devoir me prononcer pour avoir dirigé pendant 12 ans la province Nord Kivu avec des éléments que je détiens de par ma fonction que j'ai occupée. Donc, c'est tout cet environnement-là qui doit être compris par d'abord les Congolais. Parce que quand vous êtes à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, on a une autre compréhension de ce qui se passe à l'Est. Et j'ai souvent entendu les gens dire non, ce sont des histoires d'entre eux là-bas. Je crois que
ma manière de communiquer ici est aussi pédagogique pour permettre aux gens qui ne sont pas de cette partie de comprendre que cette question nous concerne tous. Elle n'est pas une question des gens de l'Est ou de Butembo ou de Lubero ou de Rutshuru. Elle nous concerne comme Congolais parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. Parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourdi par ceux qui instrumentalisent le climat d'instabilité, d'insécurité, parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui, mais moi je pense que l'important c'est de savoir l'agresseur lui aussi, il agit sous quel chapeau. Je suis heureux, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais. Parce qu'en lieu et place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ceux qui se sont retrouvés là-bas ont réaffirmé devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur le sol congolais, et donc nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Et donc, je pense qu'on est en train de gagner petit à petit, et il faudrait que le peuple congolais accompagne son gouvernement pour qu'on en arrive à extirper tous ces éléments-là qui nous ont échappé depuis un certain nombre d'États. Et je crois que si la conscience est collective, nous allons arriver à bouter dehors. Et la résistance populaire telle que vous la voyez aujourd'hui, à travers toute la République, c'est ce qui fait hésiter les réseaux qui pensent qu'il faut subdiviser les pays en petits ensembles. Parce qu'on sent que les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Centre et de partout ailleurs est tellement unis qu'il ne veut pas qu'un seul centimètre soit cédé à quelqu'un d'autre. Il y a des déplacés aujourd'hui qui sont en Ouganda, mais qui ne veulent même pas rentrer à Bunagana, parce qu'elles ne veulent pas être sous la coupe des agresseurs. Elles préfèrent rester sans manger en Ouganda comme réfugiés que d'aller être sous la coupe de ces agresseurs-là. Vous voyez les degrés de patriotisme qu'il y a. Donc on doit l'accompagner ensemble. Alors, vous avez dit, est-ce qu'il y a un cas similaire où on a eu ce genre de situation? Bon, je peux citer, il y a des pays qui ont fait ce genre de... Il y a l'Angola qui a fait ça. Il y a d'autres pays qui ont fait ça, où les Nations Unies sont arrivées à terme de leur mandat. On a dit, bien messieurs, c'est le temps de partir. Est-ce que c'est pour autant que l'Angola n'est pas une puissance militaire aujourd'hui? Vous savez, quand vous cessez d'avoir une mentalité d'assister, ça vous permet de créer des mécanismes de devoir vous protéger vous-même. Tant que nous croirons que la MONUSCO va nous accompagner parce que nous sommes faibles, nous allons retarder notre capacité de nous organiser. Il faut que l'on sente qu'il y a un vide pour que nous nourrissions les ambitions de combler ces vides. Et c'est ça le travail du gouvernement. Voilà, on va permettre au ministre, je pense, au ministre Mutinga de répondre, et vous reviendrez en Swahili dans quelques minutes pour la conclusion de, Merci votre beaucoup. intervention. Il m'a été posé la question de savoir quel serait un mécanisme pour l'État congolais d'indemniser les victimes de différents chocs, comme je viens de parler tout à l'heure. Vous savez, au cours de ces différents chocs, il y a eu de nombreuses écoles détruites, les centres de santé détruits. Il y a surtout le choc moral qui est incommensurable pour les victimes des atrocités de rebelles et autres terroristes, sans oublier les chocs subis à travers le comportement dangereux de la MONUSCO. Qu'est-ce que le gouvernement a comme mécanisme pour indemniser? Je vous ai dit, le choc moral est incommensurable, mais le gouvernement de la République a pris autant de dispositions pour aider tant soit peu les populations victimes. Il y a l'assistance urgente qu'amène le gouvernement, qui consiste en vivre et à non vivre, en hébergement et autres accessoires.
Ça, c'est l'urgence. Pour, à la longue, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces populations? Nous avons d'abord eu la gratuité de l'enseignement, parce que partout où est passé à l'est du pays, les écoles ont été détruites. Il y a des enfants qui sont nés il y a 10 ans, 15 ans, qui ne savent pas aller à l'école. L'État a décidé de la gratuité de l'enseignement de base. C'est une intervention sociale importante. L'État a décidé également de la couverture de santé universelle. Ça a déjà commencé ici à Kinshasa avec les maternités. Ça va se poursuivre partout à l'intérieur du pays. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour réaliser le programme de 145 territoires. Il y a du social là-dedans. Tout cela va contribuer à l'allègement du choc subi par les populations. Il y a aussi cette politique gouvernementale d'aider les victimes à relever leur niveau socio-économique à travers l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat de femmes, mais aussi la politique de crédit qui a été améliorée. Le social étant transversal, toutes ces actions gouvernementales tendent à alléger les chocs dont je viens de vous parler tout à l'heure. Merci. Voilà, avant qu'on prenne les deux questions, un petit commentaire sur le propos de Madame Élisée Odia. Madame, c'est quand même assez dangereux d'aller sur des considérations de ce type parce que le ministre Alexis Gisaro s'est rendu en Ouganda parce qu'avec les Ougandais, nous étions en juin dernier dans la suite du président de la République où on a signé des accords, notamment pour la construction des infrastructures. C'est une société ougandaise qui construit la route de Bunagana et je pense la route de Beni Kasindi telle que l'a exprimé les gouverneurs tout à l'heure et que c'est de ces faits qu'il a été envoyé comme c'est l'interlocuteur technique. Et si nous avons recouru à Julien Paloukou, il ne faut pas oublier que les nominations au niveau du gouvernement ne se font pas seulement pour de besoins notamment d'expertise, mais il y a aussi ce que nous apportons comme background. Et Julien Paloukou a une expérience avérée sur la gestion de ces questions dans la province du Nord Kivu. On ne pouvait pas s'en passer simplement parce qu'il est originaire de la région. De toute façon, dans la philosophie du gouvernement, on se regarde tous comme Congolais parce que ce qui se passe, c'est une question qui nous concerne nous tous. On va prendre une question en Swahili pour le ministre Paloukou et une question à Lingala à laquelle je répondrai très rapidement pour conclure ces briefings. Allez-y. Gilbert Fondi, éditorial 7.net. Wahudumu Julien Paloukou, ninaulizo kwako. Vijana ya mji mkuu Goma walionyesha huzuni lao kupitia mambo ya MONUSCO. Viongozi wengi ya Kivu mkuu hamkukuwa nao pamoja. Sasa leo unaweza kuambia nini vijana ya mji mkuu, vijana wote ya Kivu kupitia mambo yanapitikana na MONUSCO? Okay. La question à Lingala. Hatukukuwa na viongozi wengi hamkukuwa nao pamoja. Sasa leo hapa uko hapa RTNC unaweza kuambia nini vijana wote ya mji mkuu Kivu? Ok, on prend la question Lingala, comme ça on va répondre une fois pour toutes. Matondi mingi Ntoma Patrick Mouyaya. Bayi Congo démocratique balinkoye ba na Bunagana baimboka oyo balongo kuna bazali motango boni et boni ba oyo balongo e bakimi bitumba bazali kobika ndenge nini pour la ministre affaires sociales. Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo ezali kopesa bango makoki oyo elongo bani pour na revivre malamu et ba oyo batikali na kati ya Bunagana oyo bazali entouré par ba rebelles bazali ko vivre boni. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre. Asante sana kwa swali lako. Tunapenda tuelezee wakaji wote wa Nord Kivu, yani Goma, Butembo, Beni, Lubero, Masisi, Walikale na sehemu zote Nyiragongo, ya kwamba mkubwa wa nchi Felix Tshisekedi aliweza kututuma hapo ili tuende tuwasikilize kufatana na machafuko ambayo ilikuwa ikitokea pale. Si rahisi kuweza kukutana na watu wote kwa ujumla, lakini tuliweza tukakutana na wale ambao walikuwa tayari, yani vijana fulani, watu wa societe civile na wakuu wa makanisa, ili tuweze kupata hali vile ilivyo. Na tunajua ya kwamba wakati tulikuwa tunazungumza na wao walisema ni vipi kweli mna uhakika ya kwamba mkubwa wa nchi ataweza kupata ripoti ambayo tumewaelezea.
tunapenda tuhakikishie wakaaji wote wa Nord Kivu ya kwamba ripoti waliotubebesha sisi kama wajumbe tuliweza kuifikisha kwenye mkubwa wa nchi, akiweko pia mkubwa wa government Sama Lukonde, na wakiweko pia wakubwa wanabunge wote, ili nchi mzima kupitia viongozi wao wakuwe na uhakika ya kwamba swali la Nord Kivu linahusu mkongomani yote, kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kaskazini, kutoka kusini. Kwa hiyo wakaaji wote wawe na uhakika ya kwamba ni nchi mzima ambayo sasa iko nyuma ya province ya Nord Kivu, ili tuweze kupata suluhisho ya kudumu. Na mipango ambayo imekamatika ni kufatana na yale ambayo walituelezea ya kwamba wanapenda MONUSCO iweze ikarudi nyumbani. Na sisi kama government kupitia neno lake mkubwa wa nchi amesema kutokana na kwamba tulikuwa tumesaini mkataba ya kusema watu warudi makwao mwaka 2024, sasa watakaa, yani government pamoja na MONUSCO, ili ule muda uweze kufupishwa, isiwe tena mwaka wa 2024, lakini wakae ili muda ufupishwe, waangalie ni vipi na siku gani MONUSCO itaweza kurudi makwao. Hiyo ni kutokana na kwamba sisi kama serikali hatuwezi kujikamata kama vijana wa barabara. Lazima tukamate mpango ambayo inaheshimu kanuni ambayo sisi wenyewe tumeweza kusaini kama government. Asanteni sana. Voilà, na motuna otuni ndeko Fabrice, il faut koyeba liboso avana yanola que ba Congolais oyo nyoso bakima kibitumba na uturo bakendaki Uganda, gouvernement à travers ministère affaires sociales to lanela rango pezara na ba institution ou babengaka au commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés pour bazana ba traitement malamu, mais souci na bango ezana kozonga mboka na masolo na biso alelo tolingaki mingi ko sala rapport, ko présenter rapport ya mission au mokonzi mboka tindaki noki na Goma pona bakende na Butembo pona ba ko sala évaluation ya ma manifestation le kakikuno esalaki ke batebele bakufaki tozana 36 personnes bakufaki dont 4 casques bleus et 170 bazalaki blessés. Délégation gouvernementale au bazaki kuna ba memaki pe ministre affaires sociales azaki na kati ba memaki pe appui ya gouvernement pour na ko aider ba famille notamment ko kunda bibembe pe l'air bazonga ki baelaki mokonza mboka message moko c'est que bango ndenge ba moneli situation sécuritaire ezokende na ba déclaration MONUSCO esali neti bakokoka na bango makambute babisaki président de la République bakende ata lelo déjà bakende kasi mokonzi mboka azokamba ekolo ezalaka na ba règle o esalaka na baninga na biso ya MONUSCO tozalaki déjà na discussion na ndenge nini tokosalaka bakende to pe babendana kasi après ba événement eleki surtout ba événement elekaki na Kasindi o ba beti masasi na batuka boye pona ko forcer entrer eza extrêmement grave yango secrétaire général ya Nations Unies bengaki mokonzi mboka pona ko présenter ba condoléances na ba excuse na comportement ya batuana pe mokonzi mboka yebisaki biso tokosala nyonso po bao basalaki mabe wana ba subir rigueur de la loi ndenge tolobaka na lopoto. Donc awa tokosenga na ba population ya Kinshasa ba nyonso ba observer kimia parce que moni awa biso gouvernement na biso na bino to travaillaka en harmonie volonté na bino nde volonté otosalaka soki to tiki nungu et continuer na nungu wana badongolo miso baokipe kokota na sima batie lisusu mobulu makasi. Il faut koyeba ke awa ata ndenge tolingi MONUSCO ekende mais MONUSCO aza ennemi na biso te. MONUSCO aza partenaire oyo partenariat tamboli malamu te par rapport à objectif oyo ye ezalelaki awa. Ennemi na biso za M23 na bao baza na sima M23. Donc il faut que ba Congolais nyonso bazolanda bazala nango na mutu pe bayeba ke mokonzi mboka mokonzi mapinga azolande la situation na tongo midi pourquoi. Alors on va conclure en disant Marlon Kachamou, vous avez dit monsieur Kassim Diane avait nié. Vous savez, il y a ce qu'on appelle flagrance. Sur ce qui s'est passé à Goma, on peut dire personne n'était là, personne n'a vu, mais là, il y a des faits. Et même alors, en droit, on dit toujours qu'ils sont présumés innocents en attendant d'établir les responsabilités. L'enquête évolue. Il y a l'auditorat général qui s'est déjà mis sur le dossier à travers sa garnison à Goma, avec le service de la MONUSCO. Il y a des médecins légistes qui sont sur place. On aura une petite difficulté à Butembo parce qu'on a sorti les corps de la morgue et faire les deuils.
malgré que la police et les services sont intervenus pour les récupérer, mais ils n'étaient plus en état de pouvoir être remis à la morgue. Ils ont dû donc être enterrés. Et pourtant, cela aurait facilité notamment dans l'identification des chocs et des balles. Pour le reste, je voudrais vous remercier pour la disponibilité dont vous faites montre. Ça fait plusieurs briefings que nous enchaînons, mais nous enchaînons parce qu'il y a un besoin de communiquer. Nous espérons que vous répercutez les messages pour que notre population comprenne que le gouvernement est sur le front et comprenne que nous ne devons pas laisser une petite fenêtre pour les manipulateurs qui viendront troubler une situation difficile dans laquelle nous voulons tous nous en sortir. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci aussi aux collègues qui ont participé à cet exercice de redevabilité. Merci. Bilo Moro Boitolanda, 3 ministres qui devant presse Nabuso pour dissiper la zone d'ombre de spéculation. Donc, Biloba Loba ou Batunyo Sotou, Bazoloba, je pense que maintenant Batunyo Sotou, Bazali fixé, Bomoni ministre, Bolandi ministre Nabuso, il y a communication, au Azali porte-parole, il y a gouvernement, ministre et industrie, na ministre et affaires sociales, qui va répondre à la question. O etali makambu o ezali kolekana este ya mboka na biso concernant MONUSCO. Donc merci na bato nyoso tu balandi élément oyo ya RTNC. Donc merci na fidélité na bino na bato nyoso tu balanda biso boyebi tokoli pe ko pesa bato donc mbote o ezali édition spéciale mais toko pesa bato mbote. Donc honorable Jean Moutala na Katia Londres to pesipe mbote na Richard Mbuluku oyo azali kuna na kati ya États-Unis d'Amérique et puis to bosanite Beloti Mavungu vrai chéri na kati ya Espagne. Donc restez connectés sur Playboy Original. Vous n'avez pas tort, nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, au salaire aux amants c'est vrai, au yo du ventre.